on a mis à trouver des amphores encore intacts. Alors vous savez, ici, vous avez des amphores du 2e, 3e, 4e siècle. La forme, ce sont des amphores africaines des époques romaines qui servaient pour l'exportation dans les liquides. Vous voyez, donc, c'est une amphore là, c'est une amphore cylindrique du 4e, avec un fond pointu pour garder l'amphore dans le navire. Donc, on a trouvé beaucoup de tessons d'amphores à Ostie, le port de Rome, à Monte Testaccio, à Porta Portese, à Rome même, et dans des navires échoués un peu méditerranéens, avec des stampilles. Parfois, on a le nom de Leptiminus. Donc, c'est comme si vous trouvez, je sais pas, un jouet en Tunisie avec Made in China. Ah, donc, c'est qu'il y a eu des choses qui sont venues. Donc, les produits de Lambda ont atteint les côtes de la Méditerranée occidentale, Marseille, Ostie, la Sicile. Voilà. Donc voilà, vous avez des amphores. Alors, quand on dit amphores africaines romaines, puisqu'elles sont tardives par rapport aux amphores italiques ou hispaniques, qui ont été produites au premier avant, au premier après, elles ont été mieux faites, mieux conçues, elles étaient plus légères que les amphores italiques, mais avec une contenance supérieure. Alors, donc la terre cuite, puisqu'elle ne se dissout pas dans la nature, les tissus, le papyrus disparaît, mais la terre cuite survit. Alors où est-ce qu'on trouve cette terre cuite? Aussi dans les tombes. Donc il y a une interaction entre la vie des vivants et la vie des morts. Et donc là, vous avez une tombe, par exemple, trouvée à Slema, ce qu'on appelle une tombe à cupule. Donc c'est la couverture d'une tombe romaine. Au milieu, il y a un tube, qu'on appelle un tube de libation, parce que les Romains incinéraient leurs morts. Et en visitant les tombes, ils versaient un peu de nourriture pour le mort. Donc ils partageaient un peu, il y avait des fêtes pour ça. Et donc, par exemple, ici, vous avez un croquis, vous avez la cupule, et il y a ce tube qui atteint le sommet, et au fond, on a une petite gargoulette dans laquelle on a mis les ossements calcinés du mort. Donc, vous savez, Tertullien parle de ça, c'est-à-dire les gens visitaient le mort, c'était une occasion de faire une orgie, quoi. Et donc, ici, voilà, en enlevant la cupule, vous avez le tube, la gargoulette. Parfois, ça mène à une amphore dans laquelle on trouve les ossements du mort. Ici. Bien sûr, je vous parle de ça parce que, pourquoi on utilise des amphores? Parce qu'il y en avait beaucoup. Et en général, dans les tombes, on n'accordait pas beaucoup d'importance à la qualité. Donc, ce sont les ratés de four, des amphores cassées, une cruche qui a été cassée dans la cuisine, on va là l'utiliser dans la tombe. Donc là, vous avez un exemple, après avoir enlevé là, c'est une amphore grande, c'est du IIIe siècle, avec dedans une marmite dans laquelle on a mis les ossements calcinés. Vous voyez, il y a une couverture trouée pour que le liquide, le vin, etc., passe pour le mort. Vous voyez, c'est une marmite. Donc tout ça, c'est une production lectitaine. Bien sûr, on a utilisé aussi les terres cuites comme conteneurs pour les morts. C'est-à-dire, c'était une formule bon marché. Donc on prenait une amphore, qu'on coupait soit transversalement, soit sur dans le sens de la longueur, pour mettre un bébé, une sorte de sarcophage bon marché. Et parfois on utilisait beaucoup de morceaux pour couvrir un adulte. Donc là, c'est une Africana piccolo qui a été produite au deuxième jusqu'au milieu du IIIe siècle. Alors là, c'est une production typiquement sahélienne. On trouve cette forme à Lambda, à Sadakta, à Sousse, et avec parfois des estampilles, des noms, d'Ademès, Solectum ou Leptiminus. Voyez ici, par exemple, un exemple d'une amphore piccolo qui a été coupée transversalement, et on a inséré un bébé dedans. Voilà un autre exemple, un autre bébé, dans une Africana grande du IIIe siècle, qui a été coupée dans le sens de la longueur. Bien sûr, avec les morts, on trouve
funéraires, on mettait des objets qui étaient censés servir dans le plat, la CGP, des lampes de la monnaie, parfois des petits bijoux. Ici, c'est une cruche du. Voilà, donc là, du statut de Vénus pour protéger les enfants, des lampes. Alors, en fouillant vers l'islam, on a eu la surprise de découvrir des escaliers qui menaient vers des souterrains. C'était vraiment une surprise. Et on a trouvé des galeries de catacombes. Donc c'était une ville importante, aussi importante que la métropole de la région. Donc des escaliers, ici, donc, bon, assez rapidement. En 2006, après une découverte que j'ai faite en 2000, on a fait un grand sondage de 5 mètres de profondeur. Et parce que, après une première découverte, je pensais qu'il y avait une sorte d'église souterraine. Et donc on a fait un grand sondage et on a découvert cette fameuse basilique, enfin dite basilique, c'est une chapelle funéraire unique en Afrique du Nord, avec des mosaïques pavimentales non-tombales du IVe siècle qui représentent, c'est un cas rare, en général les défunts chrétiens n'étaient pas représentés sur le mosaïque, il y a seulement le cas de Sparba et Sphinx. Ici on a des mosaïques in situ encore en place. Et il suffit de continuer la fouille et de trouver d'autres mosaïques. Donc, au début, bon, je n'osais pas dire chrétien, jusqu'à ce qu'on ait découvert cette première mosaïque tombale d'une restuta qui est rustica, connue aussi sous le nom de. Alors, qu'est-ce que connaît vraiment là? Je suis un anti-matou, je connais. Je suis un لا لو كان كل سدير له دوزيام نو كتاب في لم تدخل من هدي سوسو تبع 10 هدي سوسو تدخل من العقم ولا الشفات ولا alors là c'est hérité depuis les pauvres maintenant. Alors cette dame, elle était connue sous les scriptats. Qui est شوهرت rustica. لا حاجة عادية بتلبسوا شوكة طبيب وكذا وعندهم اسم سكساكة ولا سباك معروف. Alors, je ne vais pas passer par le détail, mais c'est une belle découverte. On a ici une mosaïque tombale qui représente Orphée christianisé avec le nom du défunt Tripolius. C'est un nom d'origine grecque, ce qui dit beaucoup de choses sur l'origine des habitants. Ici, une fille tatouée. Oui, alors là, ce qui n'est pas dit dans l'art, parce que l'art est l'art des vapeurs, ce qui montre que le fond des habitants de l'Inde, il est berbère. Ici, vous voyez, vous avez un tatouage. On est au IVe siècle. Alors, je passe à un autre exemple sur le tatouage, la fameuse mosaïque de l'État. Assez rapidement, je viens de trouver cela dans le livre 5 de Rectiminus, donc c'est une mosaïque assez rare. Et l'une des parties de la mosaïque montre une Néréide, une déesse marine romaine, tatouée comme une femme berbère. Le Jrida, le Sayela, etc. Donc, même le top modèle de la beauté à l'époque tardive n'est plus le modèle blond italien, non, c'est une femme berbère. Alors, cette ville va connaître une régression à partir de 400, comme toutes les villes romaines de Tunisie. Et, vous voyez, après avoir été une ville de 35 hectares, elle va se réduire à une petite zone là où il y a la ville unique, avec un fortin qui remonte à l'époque vandale, et petit à petit, ça va disparaître. C'est-à-dire qu'on n'a pas de céramique islamique à l'Antiminus. La ville va disparaître. Tout au plus, les Agradites vont construire le célibat au IXe siècle, et petit à petit, la ville de l'Inde va s'égrener autour de son fortin. Alors, j'ai parlé de l'aspect économique assez rapidement. Quand on dit port, on dit lieu de passage. Et donc, là, bon, je vais citer deux ou trois exemples.
Cette inscription qui a été découverte à Aksarayel a été ramenée de Lanta à Aksarayel. Et elle est maintenant au musée. Elle parle de deux frères de Lanta, de Leptiminus, qui ont financé la construction de l'amphithéâtre. Et puis, l'un de ses frères, il a été le préfet de camp, le numéro 2 d'une légion, la Legio Septima Gemina. Donc c'est une légion romaine installée en Espagne. Donc on a des gens qui sont venus à Lanta, mais on a aussi sûrement des commerçants, des militaires, etc. Et on sait qu'il y a eu des militaires, des milites leptitains qui ont servi en Égypte, qui ont servi en Numidie, en Algérie, qui ont été même dans la garde prétorienne, la garde du corps des empereurs romains. Donc, il y a eu une diaspora. Donc, on a des gens berbères, mais on a aussi une Algérienne de Caesarea, qui a été flaminique, qui a été prêtresse du culte de l'empereur à Lanta. Donc, c'était un lieu de brassage. Qui dit Lanta dit des Grecs. Vous savez, je n'ai pas insisté sur les noms de ces défunts grecs, de ces défunts chrétiens, mais une bonne partie de ces gens, ils ont des noms d'origine grecque, Théodora, Aphrodité, etc., qui ont été latinisés, et sûrement que le sang des leptitains de Jean de Lanta, maintenant c'est un mélange. Donc, voilà. Je ne vais pas passer sur les détails, mais donc on a beaucoup d'exemples d'inscriptions qui montrent qu'il y avait des habitants de Lanta qui ne sont pas d'origine, certains étaient italiens, d'autres algériens, d'autres grecs. Et Dieu sait, parce que les commerçants n'ont pas laissé leur nom, et puis les inscriptions comme ici, comme ont disparu. Voilà, je vous remercie.